C'est beaucoup de sens pour moi. Mon projet, c'est juste continuer à avancer tous les membres des Maliens, tous les jeunes Maliens et en France pour intégrer dans la société. Le projet par rapport à tous les jeunes qui ne sont pas les moyens, comme orphelins, tous les jeunes qui ne sont pas les moyens pour aller à l'école. J'aimerais bien aider tous ces jeunes qui sont en difficulté pour sortir dans cette difficulté. Moi, dans ma tête, c'est juste le geste que j'ai fait. J'ai réagi au bon moment, juste ça. Sinon, c'est toujours simple, c'est vraiment même. Moi j'étais là, ça fait pas un an même, j'ai quitté au Mali. J'ai fait 3 mois ici en janvier 2014 jusqu'en mars. Je viens de partir. Bon, là je connais très bien au Mali, ça fait plaisir que je suis là aujourd'hui avec mes parents, mes cousins, tout est entouré de moi, tout est malien en fait. Ça fait plaisir. Et nous avons ce message de soutien du président de la République du Mali, chef de l'État, à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Il me plaît, Monsieur le Président, chers frères, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement malien et en mon nom propre mes profonds encouragements et mon soutien sans faille suite à votre courageuse décision d'envoyer des troupes tchadiennes pour soutenir les forces armées camerounaises afin de contenir les agissements du groupe Boko Haram constituant une menace pour la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la sous-région. Aussi, l'occasion m'est offerte de rendre hommage au peuple frère et ami du Tchad pour sa disponibilité et son sens élevé de combativité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le banditisme et le narcotrafic dans la zone sahélo-saharienne. Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer ma constante disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations de coopération, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière auxquelles nos pays sont confrontés. Puisse le Tout-Puissant vous accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, et c'est signé Ibrahim Boubacar Keïta. L'actualité, c'est la rencontre aujourd'hui du Premier ministre Modibo Keïta et de la classe politique. Actualité oblige, la situation sécuritaire et les derniers événements survenus dans le nord du pays au centre des deux rencontres. Majorité et opposition ont réaffirmé leur disponibilité à adhérer au consensus national autour de la question sécuritaire. La synthèse est avec Alousseni Touri. Et aussi séparément par le chef du gouvernement, les partis politiques membres de l'opposition et ceux de la majorité ont exprimé leur vive inquiétude quant à la situation sécuritaire dans notre pays en général et dans sa partie nord en particulier. Nous avons parlé de la situation sécuritaire, particulièrement à Gao, et ce qui se passe bien sûr dans l'ensemble du pays. Une situation extrêmement préoccupante et nous avons interpellé le gouvernement sur cela. Nous avons pensé aussi qu'il est bon que le gouvernement fasse en sorte que les populations concernées ne se sentent pas abandonnées. Quand il y a des morts et que la République ne fait rien, pas de journée de deuil, pas de drapeau en berne, même pas droit de sépulture correcte, je crois que ceci interpelle. Nous privilégions malheureusement toujours ce qui se passe avec les partenaires plutôt que ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il faut que le gouvernement se ressaisisse, que l'unité d'action à ce niveau-là soit une unité d'action totale. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons réaffirmé notre attachement au pays, à son unité, à son intégrité, à la lutte contre le terrorisme, et l'opposition est disponible pour jouer sa partition. Autour du problème sécuritaire d'une manière générale partout au Mali, mais les derniers événements déroulés à Nampala, Kidal, Gao, ces derniers événements ont retenu l'attention de la rencontre. L'insécurité s'invitant quotidiennement. Alors il a estimé utile aujourd'hui la grande préoccupation sécuritaire que traverse le Mali de partager les événements avec la classe politique. Besoin de créer des cadres de confiance. Les besoins d'identification des véritables ennemis de la nation malienne, reste une tâche quotidienne à l'ensemble des acteurs
de la République du Mali. D'autres questions non moins importantes ont été également abordées. Nous avons bien sûr parlé d'autres choses, en particulier l'accès aux médias d'État, en particulier au RTM, qui ne cesse de censurer l'opposition. Et je vais voir si cette intervention sera elle-même censurée. Ce serait déjà un bon signe que je ne serai pas censuré désormais. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de tout ce qui fait aujourd'hui que la gouvernance au Mali est chaotique et nous interpelle. Les élections ont été légèrement abordées, mais le temps imparti ne permettait pas d'approfondir. Toute situation qui puisse faire taire les armes sur notre territoire, notre disponibilité à nous employer auprès aujourd'hui des frères qui s'affrontent sur le terrain dans une dynamique de positionnement, de faire taire les armes et plutôt que la parole et le dialogue prennent le dessus. Gageons que ce consensus autour de la question sécuritaire puisse contribuer à l'apaisement tant souhaité. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation convie en réunion les présidents des partis politiques ou leurs représentants le lundi 2 février 2015 à partir de 10 heures précises dans la salle de réunion du gouvernorat du district. Hors du jour, échange sur les élections communales et régionales et du district de Bamako. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sait compter sur la présence effective de chaque président de parti ou de son représentant. Le Mali et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération en matière de transport et d'infrastructures routières et ferroviaires. Les deux pays échangent sur le projet d'intérêt commun, notamment l'interconnexion ferroviaire Bamako, Bougouni, Manankoro, San Pedro. La rencontre est présidée par les ministres de l'équipement, des transports et du désenclavement des deux pays. Daouda Sidiki Diarra, reportage. Le désenclavement de notre pays est au cœur des préoccupations de nos autorités. Après des séances de travail avec les Sénégalais sur les transports, c'est le tour du ministre ivoirien des Transports de répondre à l'invitation du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. Des projets d'intérêt commun font l'objet d'échanges entre Maliens et Ivoiriens au cours de leur rencontre de ce vendredi. Il s'agira entre autres de la route Zandjebougou-Kolendjeba, frontière Côte d'Ivoire, de la route Bougouni-Manankoro, frontière Côte d'Ivoire, de l'interconnexion ferroviaire Bamako-Bougouni-San Pedro et Bougouni-Sikasso-Wangolo-Bougou. Aussi les questions de développement du transport aérien. Pour le ministre ivoirien des Transports, il est important que les deux structures commencent à travailler sur des programmes communs, car, dira-t-il, l'intégration ne doit plus être un vain mot. L'intégration qui était une donnée uniquement au niveau des différents ministères doit quitter ce chantier pour être aujourd'hui au niveau des populations. Et pour nous, l'intégration ne sera au niveau des populations que lorsque les infrastructures de base seront mises en place, notamment les infrastructures ferroviaires, routières et aériennes. La libre circulation des personnes et des biens est un levier important pour le développement économique et social des deux États. La question sera abordée au cours de cette rencontre. Je compte sur votre engagement personnel pour que le corridor Bamako-Abidjan soit parmi les corridors les plus prisés et les plus développés de notre sous-région. Malgré des efforts consentis, les chemins restent encore longs pour améliorer davantage les échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il revient maintenant aux acteurs des transports des deux pays de cravacher dur pour traduire en actes concrets les visions des deux présidents en ce qui concerne la fluidité du trafic sur le corridor Bamako-Abidjan. La Chine entreprend la formation de 500 agents sanitaires dans la prévention de maladies épidémiques. 3 experts chinois sont déjà à l'œuvre à l'hôpital du Mali. Cela est conforme à un mémorandum d'attente signé cet après-midi par l'ambassadrice de Chine au Mali et le ministre des Affaires étrangères par intérim. Le second document signé par les deux personnalités est un protocole d'accord relatif à l'envoi au Mali de la 24e mission médicale chinoise en juillet. Compte rendu de Moïse Traoré.
3 experts chinois sont au Mali dans le cadre d'une série de formations en prévention de la maladie à virus Ebola. Le document qui le formalise est un mémorandum d'entente. Pendant 1 mois, 500 agents sanitaires seront formés à la prévention des maladies épidémiques. Depuis le 18 janvier, le Mali est officiellement débarrassé de la maladie à virus Ebola. Tant que la possibilité de recontamination existe, la guerre contre Ebola n'est pas terminée. Les efforts de prévention doivent évidemment se poursuivre. Par ce geste, la Chine entend non seulement donner des poissons, mais aussi apprendre à pêcher. La 24e mission médicale chinoise sera au Mali en juillet 2015. Cela est conforme aux dispositions du second document signé. Occasion pour la partie bénéficiaire de rappeler que la coopération chinoise a été une des toutes premières à apporter son assistance au Mali lors de la survenue de la maladie à virus Ebola. Comment ne pas rappeler que le soutien de la Chine au Mali et à l'Afrique a été particulièrement apprécié et remarquable lors de l'éclatement de l'épidémie à virus Ebola en 2014. Le gouvernement chinois a ainsi fait des dons d'un montant total de 409,5 millions de francs CFA de kits de prévention et de traitement contre Ebola au Mali. La coopération sino-malienne s'est élargie de la formation du personnel médical à la construction d'infrastructures sanitaires. La diplomate a rappelé que la première mission dépêchée de Pékin vers Bamako date de 1968, il y a de cela 47 ans. Direction Addis Abeba en Éthiopie avec la tenue ce matin du 24e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce rendez-vous des dirigeants du continent porte sur le thème autonomisation des femmes. Les questions de sécurité, de santé et de politique figurent également à l'agenda de la rencontre. L'ouverture du sommet a été surtout marquée par l'élection des nouveaux présidents en exercice de l'UA. Il s'agit de Robert Mugabe, président du Zimbabwe. Nos envoyés spéciaux sont Brahima Koulibaly et Brahma Traoré. 24e sommet de l'Union africaine, un acte de reconnaissance des dirigeants du continent. La grande salle plénière de l'UA porte désormais le nom de Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud. Et c'est le président sortant de l'Union africaine qui dévoile la plaque en mémoire de l'illustre disparu. Ce geste donne ainsi le ton des travaux du 24e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À cette rencontre de haut niveau, la voix du Mali est portée par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. La lutte contre le terrorisme figure en bonne place, des dossiers brûlants sur lesquels se penchent les dirigeants africains. Occasion donc pour la présidente de la commission de l'UIA de dénoncer les tueries de Boko Haram. Une situation inacceptable, dit-elle, qui appelle à une synergie africaine. Nous avons besoin d'une réaction collective, déterminée et efficace. Nous avons par conséquent besoin d'un effort collectif pour faire face à d'autres menaces. Pour le président sortant de l'Union africaine, plusieurs facteurs sont à l'origine de la dégradation de la sécurité sur le continent. Mohamed Ould Abdelaziz évoque le déficit démocratique, les difficultés économiques et la délinquance juvénile. Une autre crise sur laquelle revient le chef de l'État mauritanien, c'est celle d'Ebola qui a fait près de 9000 morts, d'où la nécessité de renforcer les moyens de lutte. Nous voudrions réitérer notre appel à la communauté internationale pour qu'elle œuvre efficacement à la mise à disposition d'un vaccin, à assurer le traitement des personnes atteintes du virus Ebola. Nous lançons un appel pour l'annulation de la dette des pays touchés par cette maladie. En 2015, les élections présidentielles sont prévues dans plusieurs pays du continent. Ces élections ne doivent pas être source d'un nouveau conflit selon le secrétaire général de l'ONU, d'où cette mise au point de Ban Ki-moon. Les changements anticonstitutionnels et les soulèvements ainsi que la modification des constitutions ne devraient jamais être utilisées pour s'accrocher au pouvoir. Je vous encourage, leaders africains, à écouter vos peuples. L'Union africaine a un nouveau président en exercice. Il s'agit du président zimbabwéen Robert Mugabe, élu pour 1 an. Dans son discours, il a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à ses pairs avant de placer son mandat sous le signe du renforcement de l'économie africaine. Au cours de mon mandat en tant que président de l'Union,
je susciterai toujours la réflexion afin qu'une attention toute particulière soit accordée aux questions de développement des infrastructures, la valorisation de nos produits et le changement climatique pour le développement de l'Afrique. Le 24e sommet de l'Union africaine doit adopter des résolutions visant à trouver des solutions idoines aux défis qui assaillent le continent. Restons à Addis Abeba où la délégation malienne présente au 24e sommet de l'UAB campagne pour une plus grande adhésion à la candidature malienne. Le Mali est en effet candidat à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Et c'est notre compatriote Birama Sidibé qui postule. Faut-il le rappeler, il est l'actuel vice-président de la Banque islamique de développement BID. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Au 24e sommet de l'Union africaine, le Mali est bien représenté. Une rencontre de haut niveau des dirigeants du continent, mais surtout une tribune appropriée pour défendre la candidature du Mali à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. La candidature malienne est portée par notre compatriote Birama Sidibé, vice-président de la Banque islamique de développement BID. L'objectif est donc clair, recueillir le maximum de soutien en faveur de notre pays. Et cette opération est conduite par le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Amadou Touré. Les décisions se prennent au niveau des chefs d'État. Les ministres des Finances sont les plénipotentiaires qui vont signer et qui vont faire les votes. Mais les élections à ce niveau-là se font au niveau des chefs d'État. Et c'est donc normal que nous venons ici à l'Union africaine solliciter le soutien de plusieurs pays et aussi remercier ceux qui nous ont déjà supportés et aussi continuer à partager la vision que le candidat a pour le développement. Et je crois que cela permettrait vraiment aux uns et aux autres de prendre les bonnes décisions. La candidature du Mali à la présidence de la BAD cadre parfaitement avec la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, celle de la promotion des compétences nationales. Et notre compatriote Birama Sidibé a des atouts nécessaires pour bien diriger l'institution financière africaine. Birama Sidibé qui a une très grande expérience dans le domaine bancaire, il est actuellement vice-président de la BID. Et il a une très longue expérience dans le système bancaire, y compris à la BAD elle-même. Aujourd'hui, nous avons, juste à la veille de la clôture des candidatures, nous avons un très grand parrainage de plus de 13 pays, alors qu'il fallait un minimum de 8. Et donc, un candidat comme Birama Sidibé pourrait évidemment susciter l'espoir. Et c'est là qu'il faut que nos pays comprennent que nous devons mettre en priorité la compétence. Et ça, je suis très confiant que nous avons cette fois un candidat de très haut calibre et qui pourra non seulement faire la fierté des Maliens, mais de tout le continent africain. L'élection du nouveau président de la BAD doit se tenir le 28 mai 2015. En attendant, le Mali poursuit sa campagne de séduction, j'allais dire de recherche de plus de soutien auprès des chefs d'État du continent. Et nous souhaitons bien sûr bonne chance à M. Sidibé. Ici, au Mali, la société civile condamne les récents événements survenus à Gao. Elle appelle les populations au calme et à rester mobilisées derrière les autorités du pays. Par ailleurs, la société civile exige que les enquêtes soient diligentées pour situer les responsabilités. Le président du Conseil national de la société civile était ce matin face à la presse. Mohamed Jarrah. Le Conseil national de la société civile rencontre la presse pour donner sa position sur les récents événements tragiques survenus à Gao. Un acte que Birama Touré condamne avec la dernière énergie. Pour les orateurs, il y a eu violation de mandat par les forces étrangères censées protéger les populations civiles. Le président du Conseil national de la société civile a fait aussi le compte-rendu de la mission qu'il a effectuée à Gao avec le président de la République, avant de rapporter les recommandations des populations civiles de la cité des Askia. Ils ont demandé de ne rien faire, que le gouvernement ne doit rien faire sans consulter le cadre de concertation de la société civile, qu'ils appellent plateforme aussi, et le mouvement de résistance des jeunes. Nous ferons en sorte que leurs souhaits soient quand même entendus, parce que ça va dans le sens d'éviter l'irréparable.
Pour Bourema Alain Touré, le Conseil national de la société civile ne dérogera pas à sa mission de sentinelle. J'ai demandé à la société civile de jouer à l'apaisement, de calmer encore les esprits des uns et des autres, conformément à la demande du président de la République, mais de rester vigilant. De rester vraiment vigilant et de développer la communication entre eux et nous pour que nous puissions prévenir rapidement des cas d'affrontement de ce genre. Nous allons suivre l'enquête et il faut que tout le monde suive l'enquête. Qu'on ne déclare pas seulement qu'il y a une enquête qui est en cours et que ça finisse en queue de poisson, pour savoir la vérité. Et le conférencier d'appeler la population au calme et à rester mobilisée derrière les autorités qui œuvrent pour la stabilité du pays. Objectif, écouter les jeunes et apporter. En parlant justement des événements de Gao, 3 des 4 personnes qui ont trouvé la mort lors de la marche contre l'amunissement ont été conduites cet après-midi à leur dernière demeure. Pour la circonstance, toute la population de la cité des Askia s'est mobilisée à la mosquée Koweït. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. Après 3 jours de deuil observés par les parents des victimes et les forces vives de Gao en hommage aux disparus de la marche du 26 janvier dernier, voilà que la population décide de procéder à leur inhumation. Prière commune sur les corps à la grande mosquée de vendredi de Koweït et départ au cimetière. Des moments de recueillement et de pardon demandés à Allah pour le repos éternel des illustres disparus, à savoir Mahmadou Younoussa Maïga, 47 ans, chauffeur, Mohamoudou Moussa Sissé, 29 ans, chauffeur, et Ahmadou Mahmadou, 22 ans, jeune diplômé. Comme l'a dit ici les autorités qui sont venues et le président et les ministres, que la lumière serait faite sur ce qui s'est passé. Et réellement, c'est ce que nous attendons, qu'il y ait une lumière sur ces actions, parce que ça ne peut pas rester impuni. Ça ne peut pas rester impuni. Nous avons vu dans un endroit où l'amunissement n'a jamais osé tirer sur les gens. Mais c'est ici où on a tout donné à l'amunissement, c'est ici qu'ils tirent sur les gens et ils les tuent. Ils sont connus pour leur courage à prendre en charge leur famille et leur bravoure à se mettre au service de la communauté quand il y a danger, d'où le regret de leurs proches. Une très grande famille, c'est un patriote parce qu'il représente, n'est-ce pas, une des vieilles familles du village de Gorongorom. Donc c'est un décès pour la communauté. D'ailleurs, depuis son décès, tout le village est là. Tout le village est là, on n'a pas abandonné, on est là pour l'assister. Le défunt Amadou Mamadou et mon neveu. Une telle disparition, c'est un choc terrible. Un choc terrible, en ce sens que, en réalité, ce garçon, c'est le protocole de ma famille. Celui qui amène ses jeunes frères à l'école, la nuit, celui qui les encadre pour apprendre leurs leçons, celui qui s'occupe de monter, celui au coucher qui ferme les portes. Trop regrettable pour moi parce que d'abord il est très jeune, il a 29 ans. Il a une femme de 18 ans qu'il a laissée derrière lui. Il a aussi des petits frères et puis sa maman est là, seul son père ne vit pas. Les autorités administratives, politiques, militaires et coutumières de Gao, conduites par le gouverneur des régions, se sont rendues dans chacune des familles endeuillées en présentant les condoléances des plus hautes autorités. Les 3 disparus reposent désormais au cimetière du quartier Château de Gao. Voilà, qu'ils dorment en paix. Amen. Et nous continuons de recevoir des réactions suite aux manifestations pacifiques organisées par les populations de Gao, le Parti écologique du Mali, la Convention de réflexion et d'action pour le Mali, l'Union des forces du changement, le Parti démocratique du peuple malien, le Mouvement pour le rassemblement, le travail et l'initiative, la CNAS Faso RE, la Confédération malienne du travail expriment leurs regrets et affirment leur solidarité avec leurs frères de Gao meurtris. Ils présentent leurs condoléances aux familles des disparus et demandent que l'enquête promise par l'ONU et l'État malien soit menée avec diligence. Le SNID Faso Yiriwaton rencontre la presse. Maître Muntaratal, le président du parti et principal animateur du jour, parlait sur l'actualité de l'année 2014. Aoudousséni Touré, les détails.
S'agissant des pourparlers d'Alger et des récents événements qui ont ensanglanté le nord du pays, Maître Muntagatal a déploré qu'au moment où tout le pays a les yeux tournés vers Alger, que des personnes et groupes mal intentionnés entreprennent de saboter le processus. Depuis quelques jours, des groupes armés dont l'intention est de mettre à mal le processus d'Alger commettent des crimes crapuleux dans certaines parties du nord de notre pays. Il convient, dans des circonstances aussi difficiles, de garder son sang-froid, de tout faire pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans ces zones et ailleurs au Mali, mais aussi de ne pas renoncer au processus d'Alger, qui devrait conduire à la réconciliation des cœurs et des esprits au Mali. Le Mali a été également l'un des pays qui aura connu et expérimenté la maladie à virus Ebola. Même si, grâce à Dieu, cette maladie est en train de reculer au Mali et dans la sous-région, la vigilance doit être de mise. Aujourd'hui, le Mali est un pays, comme on dit, Ebola-free. Mais le Mali n'est pas exempt de menaces. La vigilance doit demeurer. On ne doit absolument pas baisser la garde et le message est de continuer à respecter, comme au plus fort de l'épidémie, les consignes qui nous ont été données par les autorités sanitaires. Le CENID Faso Yirwaton, qui se considère comme la 4e force politique du pays, prépare activement les élections locales et régionales à venir. Un café linguistique pour présenter la politique de langue nationale au Mali. À l'occasion, l'émission de l'Académie malienne des langues à Calan et les progrès de l'instrumentation de nos 13 langues nationales sont présentés. L'auditoire est composé de spécialistes et de partenaires du secteur, de même que plusieurs anciens ministres. Un cercle de réflexion présidé par Kenekwa, dit Barthélemy Togo, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Moïse Traoré nous en parle. Le premier café linguistique favorise une meilleure connaissance des progrès de l'instrumentation de nos 13 langues nationales. Les missions de l'Académie malienne des langues à Malane y sont présentées de même que la politique linguistique du Mali. Un document adopté par le Conseil des ministres du 3 décembre 2014. Notre profonde conviction est que pour réussir la guerre du développement en général et de l'ancrage démocratique en particulier, il faut gagner la bataille de toutes les batailles, qui est celle du statut des langues nationales comme langue d'expression officielle. Oui, chacune de ces batailles est un épisode émaillé d'obstacles, nous le savons, mais il faut s'y engager résolument. Si l'on en croit les spécialistes, l'environnement socio-linguistique du Mali est un prisme aux couleurs d'arc-en-ciel. De par sa position géographique, le Mali partage le Djoula, langue sœur du Bamanakan avec la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Mangakan avec la Guinée, le Peul avec la Mauritanie et le Sénégal, le Sangoy au Niger à travers le Djerman et le Dindi au Bénin, le Tamashek au Niger, au Burkina Faso, en Algérie et en Libye. Le département de l'éducation travaille sur un projet de loi et son décret d'application devant officialiser l'utilisation des langues nationales. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat tient depuis ce matin une rencontre de 2 jours sur la problématique de l'accès à un logement décent au Mali. Ibrahima Choukari nous en dit plus. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut un logement décent pour tous au Mali. Pour ce faire, il entend concevoir une politique nationale visant à promouvoir le logement, d'où l'importance de ce deuxième atelier. Le département de l'Urbanisme et de l'Habitat entend consolider les bases de toutes les initiatives tendant à la promotion de l'accès au logement décent pour tous, le but étant d'atteindre une performance collective dans le développement de l'accès au logement décent pour tous. Pour assurer la réussite de cette initiative, les acteurs essentiels doivent agir en synergie. En effet, c'est dans une dynamique de synergie que vous parviendrez, en tant que professionnels du secteur, à définir les principes devant guider les uns et les autres, intervenants, étatiques et non étatiques, pour s'assurer que tout sera mis en œuvre pour garantir l'engagement, la prise d'initiative
et l'action dans les domaines indispensables dans toute politique du logement. Avec l'expertise de l'Institut africain de l'entreprise, les travaux devront permettre de relever les défis sur la question de l'accès au logement décent au Mali. Comme une réponse à la préoccupation du ministre de l'Habitat, l'ONG œuvrant ensemble pour un toit et les coopératives de l'habitat pensent pouvoir trouver des solutions aux difficultés de financement de l'habitat social au Mali. Ils sont réunis à la faveur d'un congrès de 2 jours. Batraouri nous en dit plus. L'habitat social au Mali est un problème crucial, surtout pour les couches à revenus faibles, et la création de sociétés coopératives d'habitat devrait être une réponse. Mais l'habitat social coopératif au Mali est confronté à de sérieuses difficultés de financement. C'est pourquoi l'ONG Andefar œuvrent ensemble pour un toit et ses partenaires incitent à la mobilisation des acteurs de l'habitat. Ce congrès, nous l'avons voulu pour rassembler les différents acteurs, les différents intervenants dans le secteur du financement de l'habitat et pour trouver des solutions idoines à ce problème épineux du logement social. Nous avons mis ensemble des acteurs différents pour réfléchir et imaginer des solutions innovantes qui combinées au modèle classique qui existant aujourd'hui, puissent permettre à des gens qui généralement sont exclus puissent avoir aussi un logement décent. L'atteinte de résultats concrets nécessite un partenariat entre privé et public et les autorités du pays en sont conscientes. Je demeure convaincu que les recommandations utiles qui sortiront de vos travaux permettront de mieux organiser nos efforts conjoints dans le financement et le développement du logement social au Mali. La rencontre de 2 jours est organisée grâce à l'appui de l'Union européenne et l'Agence française de développement. La première réunion du comité de pilotage du cadre intégré de l'aide pour le commerce s'est déroulée ce matin au centre de la rencontre. L'adoption des plans de travail de 2 projets. Il s'agit du projet d'exportation de la mangue et de celui de l'unité de transformation des fruits de Yanfolila. Boubacar Sissoko. Au cours de cette réunion du comité de pilotage du cadre intégré du commerce et de l'aide pour le commerce, les plans de travail de 2 projets pour 2015 ont été examinés. En ce qui concerne l'unité de transformation des fruits de Yanfolila, vous savez, ça s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes. C'est un exemple que nous avons montré. Nous donnons le là pour montrer au secteur privé, montrer aux coopératives qu'avec un peu d'investissement, on peut aboutir, en renforçant les capacités d'offre, on peut aboutir à de bons résultats. Pour la mangue, les principales activités, nous sommes dans la phase d'appropriation par les bénéficiaires, notamment les producteurs et les exportateurs. En ce qui concerne les exportateurs, par exemple, nous avons amené dans des manifestations commerciales qui, dans longtemps, étaient inconnues d'eux, notamment en fruits logistique en Allemagne, ce qui a permis la diversification des marchés. Grâce aux efforts du cadre intégré du ministère du Commerce et de l'Industrie, les 2 projets ont enregistré des résultats louables. L'exportation de la mangue a atteint 37 573 tonnes en 2014. Quant au second projet, notamment l'unité de transformation des fruits de Yanfolila, elle a amélioré ses productions de confiture de mangue et favorisé l'autonomisation des femmes. Le fait marquant de l'année 2014 est l'augmentation des exportations de mangue transformées, ce qui traduit la justesse de la politique mise en œuvre par le gouvernement dans ce secteur d'une part, et la volonté du secteur privé national à transformer des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Les exportations de mangue en 2014 ont rapporté aux acteurs plus de 20 milliards de francs CFA. Cette réunion s'attelle donc à l'adoption des plans de travail qui permettront aux 2 projets la mise en œuvre d'une stratégie efficiente et appropriée de sortie et de transfert de la gestion aux bénéficiaires.
Conseil d'administration du comité de pilotage du projet promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes. Les travaux portent sur l'achèvement des travaux de réalisation des villages solaires phares de Klela dans la région de Sikasso et des Kolongo dans la région de Ségou. Ils portent également sur la finalisation du nouveau document de projet en partenariat avec le PNUD et le FEM pour la mise en œuvre du programme d'activité 2015. Les membres du comité ont adopté un budget de près de 15 millions de francs CFA. Mamadi Kone, reportage. Au projet PENRAF, promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes, l'année 2014 a été marquée par la réalisation d'importantes activités au profit des bénéficiaires. On a pu achever un bidet de poste et réaliser 80% des clés là. Ensuite, on a commencé aussi l'identification des besoins du village solaire par Ségou. Le budget 2015 du projet est estimé à 150 millions de francs CFA. Cette somme sera utilisée dans deux activités phares. Il s'agit de l'achèvement des travaux d'installation du village solaire phare de Klela dans la région de Sikasso et la réalisation des cellules de Ségou. En plus, le PNRAF ambitionne de couvrir tout le territoire national. Malheureusement, le projet n'a pas les moyens de son ambition. À cause, disons, du manque de financement, le projet n'arrive pas effectivement à couvrir toutes les régions du Mali. Donc, initialement, il était prévu d'installer au niveau de chacune des régions, des 8 régions du Mali, un village solaire phare. Bon, actuellement, on est au niveau de 4 villages solaires phares. Donc, il manque des ressources encore pour continuer ce travail. Le projet promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes intervient dans les régions de Koulikoro, Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Il est financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec la contribution du gouvernement malien. Le budget 2015 du Centre national de promotion du volontariat connaît une augmentation d'environ 20% par rapport à celui de 2014. La structure compte injecter plus de 400 millions de francs CFA dans ses activités de 2015, dont le recrutement de 300 jeunes volontaires pour les régions du Nord. Les administrateurs de la structure ont tenu ici à Bamako leur 4e session, nous indique Ramata Konati. On connaît désormais l'agenda 2015 et le bilan 2014 du Centre national de promotion du volontariat CNPV. Cette année, la structure compte déployer 1500 jeunes volontaires à travers le pays. Une offre inférieure à la demande, à en croire le directeur général du CNPV. Nous avons plus de 20 000 profils enregistrés sur tout le temps du territoire de Kayakidal et environ 1500 structures d'accueil ayant exprimé des besoins en ressources humaines volontaires. Et c'est là dans tous les secteurs d'activité. Toutes choses qui interpellent nos équipes, et je profite de cette occasion qui m'est offerte pour solliciter l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Ministre et de tous les administrateurs pour nous aider dans la dynamique de recherche partenariale. Autre point au centre de cette 4e session du Conseil d'administration du CNPV, les rapports d'activité et financiers 2014. Sur 27 activités prévues, 20 ont été réalisées. En ce qui concerne la contribution sectorielle des volontaires en fonction de leur domaine d'intervention et conformément aux différents rapports reçus, il a été enregistré des résultats significatifs parmi lesquels on peut citer entre autres 768 femmes assistées en accouchement au niveau des centres de santé de référence, 327 jeunes apprenants au niveau primaire encadrés par des volontaires nationaux, 2 volontaires nationaux recrutés dans le cadre du volontariat Sud-Nord au titre du service civique français, donc des volontaires maliens qui sont rendus en France, environ 45 tonnes d'ordures évacuées à l'issue du curage des caniveaux. Quant au budget 2015, il s'élève à plus de 400 millions de francs CFA et connaît une hausse d'environ 20% par rapport à celui de l'année dernière. Une augmentation due en partie, selon le directeur Ibrahim Agnok, à la réduction des effets des récentes crises qui ont secoué le pays.
L'Agence nationale pour l'emploi ANPE dévoile son programme d'activité de 2015 à la faveur de la 27e session de son conseil d'administration. 1,5 milliard de francs CFA seront investis dans la réalisation de ce projet de 300 activités, notamment dans le secteur agricole et la promotion de la communication. Le reportage de Mamadou Barayogou. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE entend toujours poursuivre ce programme de création de 200 000 emplois d'ici à 2018, conformément à la politique du gouvernement. Face aux mutations multiples et à la complexité du phénomène du chômage, l'ANPE s'investira en 2015 dans des chantiers à fort potentiel de création d'emplois. Elle va le faire à travers des innovations tout en s'engageant dans des projets d'envergure. En vue de réaliser ces projets d'envergure, l'ANPE a augmenté son budget de 2,75% en 2015 à la faveur de son conseil d'administration. Comme niche d'emploi, on peut prendre par exemple dans le domaine de l'agriculture. Nous avons pu identifier des zones porteurs, créateurs d'emplois. Et je pense que les semaines à venir, nous commencerons à exécuter ce programme d'activité ambitieux et nous pourrons atteindre nos objectifs avec beaucoup plus de persévérance et beaucoup plus d'idées novatrices. Comme idée novatrice, il faut citer le projet de développement de l'entrepreneuriat piscicole financé à hauteur de près de 60 millions de francs CFA dans la région de Mopti. La reprise du projet Opération Taxi Auto Fiat avec le partenaire marocain à Bamako. Endiguer le phénomène des pratiques illicites et tracasseries routières, tel est l'objectif d'une rencontre sous-régionale qui s'est ouverte ce mercredi à Sikasso. Elle regroupe les autorités frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'initiative est du Conseil régional avec l'appui de la coopération suisse. Sekou Konaté, correspondance. Le Conseil régional de Sikasso veut apporter une réponse consensuelle à un phénomène qui constitue de nos jours un véritable casse-tête pour les autorités de nos pays. Il a été constaté dans ce rapport que les tracasseries routières constituent une entrave à l'écoulement des produits locaux, car faut-il le rappeler, l'économie de la région est agro-pastorale. Ainsi, nous devons travailler à développer des complémentarités et des synergies d'action pour une croissance économique durable. Pendant 2 jours, à travers la présentation des textes réglementaires, panels et travaux de groupe, les participants dégageront les voies et moyens pour minimiser ces pratiques afin de permettre une meilleure et libre circulation des personnes et de leurs biens. Le thème, les pratiques illicites et les tracasseries routières, proposé à notre réflexion, est plus que jamais d'actualité. En effet, l'accélération de la mondialisation et la volonté certaine des autorités de nos pays respectifs à raffermir les liens entre les États africains, stipulés dans le préambule de la Charte de l'OUA de mai 1963, s'accompagne partout d'une exigence de l'intégration et de la coopération économique régionale. Les hautes autorités du Mali avaient prôné depuis 2005 la politique des pays frontières afin de faire des frontières des opportunités de brassage, de rapprochement et de développement socio-économique et non de contraintes. L'engagement du Conseil régional de Sikasso montre à suffisance que les plus hautes autorités du Mali ne se sont pas trompées en optant pour la décentralisation. La rencontre de Sikasso, qui dure 2 jours, bénéficie de l'appui de la coopération suisse. Le village Songo, dans le cercle de Kita, a désormais une école. Coût de réalisation, plus de 28 millions de francs CFA. Le reportage de Salif Maïga avec la voix de Garibou Pérou. Adieu le mauvais état des locaux et bonjour la bonne condition de travail à Songo. Les populations reçoivent officiellement les infrastructures composées de 3 salles de classe, une direction, un magasin, 6 latrines et un puits à grand diamètre. Le coût de réalisation s'élève à plus de 28 millions de francs CFA. Cette action salvatrice est envisagée en faveur des enfants. L'absence de ces infrastructures a scellé pour toujours l'avenir scolaire de plusieurs dizaines d'enfants de ces villages. Au-delà de la beauté de ces ouvrages, cet appui en faveur de l'éducation des enfants de Songo contribuera, nous en sommes certains, à rehausser le taux de recrutement scolaire à Songo.
je m'en acquitte avec humilité autant qu'avec honneur. Je voudrais rappeler à Koundrou Kal que l'aide détruit l'aide. Mais lorsqu'elle est investie dans une œuvre de bienfaisance, elle demeure. Ce joyau inestimable qui rehausse le taux de scolarisation dans ma commune répond parfaitement à l'esprit de la réforme de l'enseignement de 1962. La réalisation de ces infrastructures, selon le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali, ne doit pas perdre de vue d'autres besoins. Il s'agit par exemple de la double vacation ou de la double division imputable au nombre insuffisant des enseignants qui freinent l'épanouissement des apprenants. Il a enfin invité les bénéficiaires à s'investir davantage pour l'entretien des infrastructures, mais aussi pour l'envoi massif des garçons et filles à l'école. Le nom de guerre du groupement tactique interarmes numéro 6 est désormais Al-Farouk. Al-Farouk, c'est le nom du mystérieux cavalier de Tombouctou. La cérémonie de baptême a eu lieu au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Kouloukoro. Madame Chagara nous présente les Al-Farouk. Al-Farouk, c'est le nom du GTA 6, ce bataillon cadet formé par l'EITM à Kouloukoro. Ce groupement tactique interarmes sera bientôt opérationnel dans les méandres du désert de Tombouctou en fin février. Ce nom colle à sa zone d'évolution pour qui connaît le mystérieux cavalier de la cité des 333 saints de Tombouctou. Ce contingent se dit prêt à porter le poids de sa mission. Le GTA Al-Farouk fera autant, sinon plus. Je n'en doute pas du tout. À mi-parcours d'une formation ardue, le GTA 6 se donne déjà confiance à la mission européenne d'entraînement des FAMA et à la hiérarchie malienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du GTA Al-Farouk, n'oubliez jamais que la discipline, le respect de la hiérarchie, la vigilance collective à tout moment, la rigueur dans l'exécution de chaque mission et le raffermissement de la cohésion en votre sein sont des principes qui devront encadrer votre action en permanence. L'EITM s'est engagé pour la formation de 8 bataillons combattants composés d'officiers et de sous-officiers. Pour les 6 déjà effectifs, le chef de mission s'en réjouit. Le GTA Farouk, ils sont en train de faire un très bon travail. Ils sont disponibles toujours à l'entraînement, ils font de leur mieux et les résultats sont satisfaisants. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais leur dévouement à la mission chaque jour, au quotidien, est remarquable et je suis absolument convaincu qu'ils vont réussir à atteindre une formation parfaite à la fin de toute la période d'entraînement. Le général apprécie à juste titre l'esprit de discipline, de rigueur, d'effort et d'intérêt que portent les combattants maliens à cette formation. Restons avec les militaires. Direction l'Institut français qui abrite l'exposition des tirailleurs sénégalais. Vous vous rappelez sûrement de ces braves Africains venus des colonies françaises pour répondre à l'appel de la patrie pendant la Grande Guerre 10-18 et 39-45. Ces images révèlent les actes de bravoure des combattants noirs au XIXe siècle. Mariam Sagara nous fait découvrir. La guerre de l'Indochine, au Vietnam. Quand je vois ça, ça ne me rappelle pas ce qu'on a pu dans la campagne. Que de souvenirs, que d'émotions pour ces vieux soldats qui se rappellent des durs combats qu'ils ont livrés eux aussi au Vietnam et à Alger pour la France. Aujourd'hui, quand je vis ces soldats, ça me fait une arrière-pensée. Je fais Algérie. Au cours d'une embuscade, j'ai porté malgré. Au secours d'une équipe, et ce jour-là, c'est inoubliable. Il va à Algérie. Le 11 mars 59. Moi, je suis de classe 6, mais j'ai fait la guerre de l'Algérie en 58. Ceux qui ont répondu à l'appel de la France sont tombés par milliers pour relever le drapeau français. Ces images appuyées par des légendes nous retracent les actions héroïques des forces noires dans les eaux profondes des océans, dans la neige et sous les feux de l'ennemi pour la patrie française. C'est d'abord un témoignage de reconnaissance. Il y a des Maliens qui sont morts pour qu'aujourd'hui je vous parle en homme libre. Donc cette exposition, c'est un témoignage de reconnaissance et de remerciement. En plus, en 14-18, les conditions étaient terribles, l'hiver, le froid.
en 39-45, ce sont des tirailleurs sénégalais qui ont fait la campagne d'Italie, le débarquement de Provence, qui ont libéré la Provence. Enfin, nous devons, nous Français, une part de notre liberté à ces tirailleurs, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui encore une fois étaient bien souvent des Maliens. Nous avons une dette envers eux, tout simplement. Après 100 ans de la Grande Guerre, ces images restent vives et prouvent les liens séculaires qui existent entre la France et les pays concernés, notamment le Mali. Je suis très émue de vous retrouver ce soir pour l'inauguration de cette très belle et très émouvante exposition des tirailleurs dans les deux guerres mondiales qui a été réalisée par le ministère français de la Défense et mise à disposition dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire du débarquement de Provence. L'Afrique, considérée à l'époque comme un réservoir inépuisable d'hommes, a perdu des milliers de combattants dans des guerres qui ne les concernaient pas. Malgré leur nom d'auxiliaires indigents, ils étaient des combattants redoutables, très craints de l'ennemi lors des assauts de tranchées. Ces tirailleurs sénégalais, ces grands guerriers, en dépit de leur rôle de premier plan dans la libération de la métropole, ont dans les années 40 été déçus à Thiaroye par des officiers français. Voilà, des photos à découvrir à l'Institut français. Et nous avons ces communiqués de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sinas Faso RE, et puis de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Et ces deux parties réitèrent leur solidarité et leur soutien à l'endroit de nos valeureux aigles qui viennent de sortir invaincus de la compétition sportive continentale où ils ont porté haut le drapeau national. Sur ce, prend fin ce journal. Demain, 13h, Rachel Tessoubier. Mais tout à l'heure, la météo avec Abibatou Djakité. Je vous souhaite un bon début de week-end. En compagnie, bien sûr, des programmes de l'ERTM. Grand merci à nos téléspectateurs de Bouaké, Korogo et d'Abidjan. C'est à Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous.